à tous. Merci de m'accueillir à ce symposium. Il y a un an exactement, on venait de choisir la plateforme Liferay et je venais à ce symposium, je venais dans la salle à votre place. Je suis très heureux aujourd'hui d'être là pour vous présenter un peu le résultat de notre projet. Je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu de Sodial, parce qu'on n'est pas que nous, vous ne savez pas qui nous sommes. Et puis assez classique, on vous parlera un petit peu de pourquoi ce projet, les étapes, et puis le résultat. On va aller directement dans le vif du sujet. Alors, Sodial, qui sommes-nous? On est la première coopérative laitière en France. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une coopérative. Une coopérative, une entreprise un peu particulière, c'est qu'elle n'a pas d'actionnaire, elle n'est pas cotée en bourse. En fait, elle appartient à ses producteurs. Ils sont 20 000 aujourd'hui. Ce sont des paysans, des éleveurs laitiers qui sont répartis dans 70 départements. Et donc qui confient à la coopérative, j'allais dire, la valorisation de leur production. Et donc Sodial assure la chaîne complète de valeur depuis la collecte du lait dans les exploitations. Donc on a des chauffeurs ramasseurs qui passent dans les fermes tous les 2 ou 3 jours pour collecter le lait, qui livrent nos usines, et nos usines en fait transforment les produits et les injectent dans le réseau de distribution, alors soit via la grande distribution sur des produits de consommation, soit auprès de clients industriels dans une stratégie B2B. Alors vous voyez en bas les principales marques, et je pense qu'il y en a un certain nombre d'antennes qui nous parlent, que vous connaissez. Donc tout ce qui est lait de consommation, donc c'est notre marque phare Candia. Ensuite, dans le monde du fromage, vous connaissez sûrement Entremont avec beaucoup d'emmental. Monts et Terroirs, spécialiste du comté, premier producteur de comté en France. Ensuite, on va trouver des fromages plus AOP avec les fromages Occitane. Je ne sais pas si vous vous rappelez la pub Le berger Capicool, c'est moi. Et ben voilà, c'est les fromages Occitane. On va trouver les fromagers de Lamont dans les Münster, les Bregno, etc. Ensuite, on va retrouver tout le pôle autour des poudres de lait. Donc Nutribio qui fait de la poudre de lait infantile. Donc les mamans connaissent peut-être la marque Nactalia, qui est effectivement une des marques du groupe. Les autres produits sont plutôt des produits industriels. Et puis tout ce que j'ai mis à droite, c'est un petit peu particulier dans le sens où ce sont des sociétés pour lesquelles on a des participations, on n'a pas le management de l'entreprise, typiquement Yoplait, on a 50% du capital, mais la société est opérée par GMI, une société américaine. Mais le lait que vous trouvez dans les yaourts Yoplait, c'est bien du lait Sodial. Donc on est quand même une grosse PME, on a 70 sites industriels en France. On collecte pas loin de 5 milliards de litres de lait par an, 9 000 salariés, donc 11 000 exploitations, 20 000 familles. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le modèle agricole, on a souvent la notion de GAEC. Ce sont des gens qui sont regroupés pour mutualiser leurs investissements, les moyens. Donc on a l'oncle, le cousin, le neveu, etc. qui se sont associés ensemble. Et donc à 2-3 familles, ils ont une exploitation qui font vivre tous ensemble. Rapidement sur notre mission, elle est tout simple, c'est valoriser au mieux, j'allais dire, la production de lait de nos exploitations. Et c'est un métier difficile, surtout en ce moment. Vous avez entendu parler de la crise laitière. On est dans une situation de surcapacité mondiale, avec des cours du lait qui sont au plus bas, même si 2018 ça annonce un petit peu mieux. Et donc notre métier, c'est d'essayer de trouver des nouveaux moyens, des nouveaux débouchés pour amener plus de valeur et mieux valoriser la production de nos exploitations. Donc je vous ai cité l'actualité de Sodial aujourd'hui, c'est Candia qui a lancé ces dernières semaines un nouveau lait, s'appelle les laitiers responsables, avec un cahier des charges bien précis, donc qui est basé sur 4 piliers. Donc le lait que vous allez trouver dans ces bouteilles-là, c'est pas le lait de bouteille de tout le monde. Donc quand vous allez faire vos courses maintenant, vous n'hésitez plus, vous cherchez le lait Candia. Donc si possible, vous prenez du grand lait, et le grand lait, les laitiers responsables, j'allais dire, vous rendez service à l'agriculture française, vous allez avoir un lait de qualité, un lait de pâturage. On rémunère nos éleveurs, vous travaillez sur le bien-être animal, et Dieu sait qu'en ce moment il y a des politiques là-dessus, et puis on vous garantit un lait sans OGM. Donc voilà, si vous avez l'habitude d'acheter le lait de notre marque qui commence par lac et qui finit par tel, vous arrêtez, et vous achetez du lait pareil. Ok, donc venons-en maintenant à notre projet.
On ne part pas de rien, on a un extranet qui est à destination de nos producteurs, donc nos 20 000 exploitations, enfin plutôt nos 11 000 exploitations, qui a été créé en 2003. Donc à l'époque, on était, j'allais dire, presque pionniers. Hein. On était parmi les premières sociétés agricoles à proposer ce genre de service online. Et puis de 2003 à 2018, on va dire qu'on n'a pas beaucoup évolué en fait. Hein. Donc des nouveautés, beaucoup de communication, d'éditorial, etc. Mais en termes de service, on s'était un peu endormi sur nos lauriers. Et puis on est arrivé à un moment où, j'allais dire, la technologie est arrivée au bout de ce qu'on pouvait en faire. On était sur un CMS propriétaire, etc. Et il était temps vraiment qu'on passe à ce travail de refonte. Ce qu'on constatait à l'époque, c'est que on avait quand même du trafic, hein, cette externalité était utilisée, donc on a à peu près 60 à 70% des adhérents qui se connectaient mensuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde agricole est un monde très connecté, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Nos agriculteurs sont tous équipés de smartphones, et comme ils sont souvent isolés dans leur campagne, c'est un bon moyen pour eux de rester connectés avec le monde, et ils utilisent énormément de services directement sur leur téléphone. Donc là, on avait un trafic qu'on pouvait juger important, hein, mais cependant, globalement, dans la plateforme, ils utilisaient 3 services. Le premier, c'est la paye du lait. C'est combien la COP va me virer sur mon compte bancaire le mois prochain. Alors, vous imaginez tous dans la salle, hein, si votre salaire tous les mois est changé, parce que en fonction du volume de lait que vous avez livré, de la qualité du lait que vous avez livré, votre paye, c'est pas la même. Donc bien évidemment, vu le contexte et les difficultés financières auxquelles sont exposés nos producteurs, connaître, avoir leur paye de lait et connaître et savoir combien ils allaient être virés pour gérer leur BFR, c'était quelque chose d'important pour eux. Deuxième module sur lequel ils se connectaient aussi beaucoup, c'est un service de prévision. Donc notre problématique, nous en tant que coopérative, c'est que on prend 100% du lait qui est produit par nos exploitations. C'est-à-dire, contrairement à une société industrielle qui dit j'ai besoin de tant de millions de litres de lait, je les achète sur le marché et je produis, nous on prend 100% de la production. Donc notre problématique, c'est ce qu'on appelle l'équation laitière, c'est s'assurer de la manière dont on va employer la totalité du lait qui est poussé par nos agriculteurs et qu'il faut qu'on transforme dans nos usines. Et pour résoudre cette équation, il faut qu'on ait un modèle de prévision qui soit le plus pertinent possible. Et nos agriculteurs nous aident dans ce modèle de prévision tous les mois en faisant des réestimations de leur production qui vont arriver dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est un élément important et j'allais dire, nos producteurs sont rémunérés aussi sur la qualité des prévisions qu'ils font. Donc quelque part, il y a un petit bonus à récupérer dans ce processus de prévision et donc bien évidemment, la majorité va utiliser ce service. Et puis le troisième grand service qui était utilisé, c'est ce qu'on appelle la gestion du volume prix. Alors, je ne vais pas revenir sur les modes de calcul du prix du lait parce que l'algorithme fait un peu mal à la tête. Mais on va dire que avant 2015, on avait ce qu'on appelait les quotas laitiers. Hein. Donc chaque agriculteur avait un droit de production. Puis un jour, on a dit l'Europe a dit les quotas c'est fini. Et donc pour éviter que, j'allais dire, le marché en France explose, la filière française s'est organisée et a mis en place ce qu'on appelle le prix A et le prix B. C'est-à-dire que vous avez un premier volume de production, on va vous payer un prix X. Si vous voulez produire plus, vous pouvez, mais on va vous payer un prix inférieur. Et donc, ce service qui permettait de suivre son contrat, etc., a été proposé en ligne. Donc, la problématique, c'était de se dire, OK, on a du trafic. Le problème, c'est que les gens, ils viennent plutôt mensuellement. Hein, ils viennent 1 à 2 fois par mois. Et le reste du temps, c'est un peu mort de plaine sur la plateforme. Et donc, on voulait, j'allais dire, dynamiser cet outil pour recréer de la relation avec nos producteurs et passer d'un usage mensuel à un usage plutôt quotidien. Alors, les principaux enjeux de ce projet, c'était dans un premier temps, j'allais dire, mieux servir nos sociétés, hein, c'était nos producteurs. Donc, l'idée, c'était de les fédérer, de les rassembler sur une plateforme unique. C'était aussi les convaincre, c'était mieux les informer autour de ce que fait Sodial, ce que fait Sodial pour eux, ce que fait leur COP, l'actualité, les innovations, les nouveaux services, enfin, toute la valeur ajoutée qu'a l'exploitation à adhérer à la coopérative Sodial. Et puis un enjeu d'évolution, il fallait absolument, j'allais dire, être capable de s'adapter aux transformations de notre secteur.
qui est en mutation permanente, avec le besoin de s'implanter sur les nouveaux marchés, de développer des nouveaux produits. Deuxième enjeu majeur, c'était, avoir une plateforme un peu plus moderne. Vous imaginez bien que la structure du site en 2003, qui avait peu évolué, arrivée en 2016-2017, ça piquait un peu les yeux quand on regarde ça. Donc il est important pour nous de remettre, cette plateforme à jour. Donc il est important d'avoir, une solution qui soit, moderne, tant sur la forme, bien évidemment, hein, les interfaces utilisateurs devaient respecter un peu les standards du marché, que sur le fond, en amenant, plus de valeur ajoutée, plus de services, et notamment le côté web responsive qui n'existait pas dans la version précédente. Il est important que cette plateforme, reflète aussi les valeurs de la coopérative. Hein. Donc l'idée c'était de fédérer et donc de permettre à nos producteurs, plus largement, de prendre part à la vie de la COP, c'est-à-dire de pouvoir interagir avec le site et de ne pas être dans une simple communication à top-down où la COP parle à ses producteurs et donner aussi la parole à nos producteurs pour qu'ils puissent s'exprimer et s'exprimer entre eux. C'est-à-dire recréer une espèce de communauté, digitale. Et puis, bien évidemment, il était important aussi, d'amener des nouveaux services qui soient conformes aux attentes, de nos sociétaires, parce que le monde a évolué, ça s'est digitalisé, et eux, ils attendaient aussi de la COP des choses précises, et il était important qu'on réponde à ces enjeux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on va faire simple, on est reparti d'une feuille blanche, vous avez bien compris. On est parti à zéro avec trois principaux sujets à adresser. Si je parle des couches basses, il était important qu'on reparte sur une nouvelle plateforme technologique up-to-date, avec une infra qui tient la route, un hébergement de qualité pour garantir un niveau de disponibilité en phase avec les standards du marché, et nous permettre demain d'évoluer facilement, puisque sur l'ancienne technologie, chaque fois qu'on avait une nouvelle affaire, c'était compliqué déjà parce que les compétences, on avait du mal à les trouver, et puis ça nous coûtait une blinde. Ensuite, on a une problématique d'efficacité opérationnelle. Cette plateforme ne marche pas toute seule, bien évidemment, donc on a une équipe back-office qui l'anime. Donc on a des 2 personnes à la direction de la communication qui sont chargées de ces opérations-là. Et puis le CMS de 2003, il était au bout du bout. Pour faire une mise à jour, c'était juste l'enfer. Il était important qu'on ramène un peu de modernité dans les interfaces de contribution et qu'on facilite la vie de nos contributeurs. C'était la condition sine qua non, bien sûr, pour créer de l'animation et créer, des échanges sur la solution. Et puis, comme je l'ai dit, une expérience client à revisiter complètement, notamment en proposant, un site, une solution qui soit, utilisable en situation de mobilité. Alors rapidement, comment est-ce qu'on a travaillé? Bon, on a été assez classique, hein. On est reparti avec une analyse des besoins métiers. On a traité la problématique d'intégration de notre système d'information, parce qu'on va voir, on a beaucoup d'échanges avec le back-office, notre ERP, qui gère la partie coopérative gestion des producteurs. Et puis après, il s'agissait de trouver quelle était la nouvelle plateforme qui allait répondre à tous ces enjeux. Alors on a fait quelque chose d'assez simple, hein. On est parti, d'imaginer c'est quoi la journée d'un producteur. On a travaillé avec des groupes d'agriculteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu de cette refonte, et on a essayé d'imaginer c'est quoi la journée d'un producteur et quels sont les moyens qu'il va utiliser. Et donc on se rend compte qu'au fil de la journée, on a une approche un peu multicanale. Il peut démarrer effectivement sur son smartphone. Quand il est soit dans les champs, soit dans les tables, soit dans la salle de traite, donc pas à son bureau, et puis des moments où effectivement il est plus dans une logique où il est assis à son bureau pour travailler, faire de la paperasse, de l'administration, etc. Et donc en reconstruisant un petit peu le cheminement, on a imaginé ce que pourraient être les différents services et l'organisation du site. Sur la problématique d'intégration au système d'information sociale, alors Smile qui est pas là, et je vous excuse, pourrait vous commenter ce slide de manière un peu plus précise que moi. Je pourrais pas vous en raconter grand-chose, c'est très technique. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous on a une problématique d'intégration dans notre système d'information, étant donné que tout ce qui est
référentiel des exploitations, référentiel des producteurs, tout ce qui est capital social, tout ce qui va être les contrats, etc., sont gérés dans notre back-office de gestion de la COP. Et toutes ces données, on a besoin de les exposer au travers de notre portail à l'EFRE. Et donc, on a une problématique d'intégration OSI avec des flux directionnels, puisque l'ensemble des données qui sont collectées au travers de l'extranet redescendent ensuite dans notre système d'information. Et puis est venu le choix de la solution. Donc le choix a été relativement vite fait, on va dire. On a mis ensemble quels étaient les critères importants pour nous. On voulait une solution libre et légère. On voulait pas retomber dans des gros éditeurs, les Oracle, les IBM, les Co. Donc on voulait une solution, on était parti plutôt sur une solution open source. Et j'allais dire la solution de l'AFRE avec l'éditeur derrière me semblait répondre à la fois à notre problématique d'indépendance, mais aussi avoir la réassurance d'un éditeur qui maintenait une plateforme et qui nous garantissait, j'allais dire, du support pour, j'allais dire, un niveau de service optimal. Ensuite, il était important que la solution soit personnalisable. Pour nous, il était hors de question que, j'allais dire, le front-end soit contraint par un outil back-end. Et l'AFRE répondait à cet enjeu-là. Hein. On avait la possibilité de construire l'interface comme on le souhaitait, et on n'avait pas de limitation à ce niveau-là. Et puis le dernier point, on voulait aussi, j'allais dire, pas une solution, j'allais dire, avec trois pauvres compétences sur le marché qui allaient nous coûter la peau des fesses à chaque fois qu'on allait devoir les solliciter. On voulait une solution où il y a une communauté active et où on retrouve différentes compétences sur le marché. Et j'allais dire, la solution l'AFRE répondait à ces trois enjeux. Alors, quelques autres éléments qui nous ont poussé aussi à choisir l'AFRE, j'allais dire l'ergonomie du back-office, hein, faciliter la prise en main pour nos contributeurs, c'était important. La flexibilité front, j'en ai parlé. Avoir en socle, ne pas avoir à redévelopper toute une partie assez standard d'un CMS et aussi toute la partie collaborative. Alors d'ailleurs, le collaboratif, on va mettre tout ce qui est forum, commentaires, etc. Donc on voulait un outil qui permet de faire tout ça standard. Les performances techniques, bon, il fallait que la solution soit robuste, je l'ai déjà dit. Et puis d'avoir une offre éditeur, j'allais dire, qui soit cohérente, notamment sur le modèle économique. On ne voulait pas tomber dans les solutions de grands éditeurs qui vous raquettent avec des prix de licence exorbitants. Et on voulait, j'allais dire, une offre qui soit réellement adaptée à notre capacité de financement, parce que vous l'aurez compris, hein, le contexte de la COP est assez difficile financièrement, et il fallait qu'on trouve un modèle économique qui soit en phase avec nos moyens. Et c'est ce qu'on a bien trouvé avec l'AFRE, et je les remercie d'ailleurs pour leur solution. Ensuite, sur la manière dont on a travaillé, j'allais dire, on a choisi, dans un premier temps, on avait déjà pas mal en interne de travailler sur l'implication des agriculteurs. Alors on a la chance d'avoir une gouvernance, hein, la société Sodial appartient à ses producteurs, donc quelque part, notre président c'est un élu, hein, le président de la COP, il est exploitant dans le Massif central, il a une ferme, et il consacre une bonne partie de son temps à la coopérative, et j'allais dire l'ensemble des agriculteurs aussi défendent leur modèle coopératif et défendent leur COP, et donc nous en interne, ce qui est intéressant c'est qu'on peut les associer, on peut les solliciter dans des groupes de travail, et on a toujours des gens qui savent, j'allais dire, laisser leur exploitation un jour, prendre le TGV, venir à Paris pour participer à des ateliers. Et ça, c'était vraiment très très sympa. Le deuxième point, c'est qu'on s'est lancé pour la première fois dans une démarche agile, en démarrant sur la méthodologie Scrum. Donc c'était du brand new pour la DSI Sodial, du jamais fait. Alors moi, dans une vie antérieure, avant d'être chez Sodial, j'avais déjà pratiqué la méthodologie Scrum. Et donc, j'ai poussé pas mal pour qu'on prenne cette méthode pour plusieurs éléments. On avait un cahier des charges qui était quand même loin d'être des specs. On avait quand même une vague idée de ce qu'on voulait faire, mais dans le détail, c'était un peu la nébuleuse. Et puis, on avait des contraintes de délai assez fortes. Hein. On voulait absolument mettre ce site en ligne sur des délais assez courts. Et l'agilité nous permettait de répondre à ces deux enjeux. C'est-à-dire de démarrer tout de suite en phase de réalisation pour montrer ce que pouvait faire la solution et donc permettre aux gens de réagir et d'adapter, et puis aussi d'avoir
ce qu'on appelait le MVP, disponible à l'échéance qu'on s'était donné pour tenir nos délais vis-à-vis de notre communauté. Donc sur l'application, on va faire simple. Il y a 5 grands domaines pour faire simple. La partie service, donc j'en ai parlé un petit peu au début, c'est très applicatif. Donc là c'est mon métier, c'est sur les performances, la collecte du lait, des volumes, des prévisions, etc. Donc c'est très applicatif. Donc là on a développé des portraits métiers qu'on a intégrés dans le portail Liferay. La partie mon profil qui est quelque chose de très nouveau pour 2 raisons. Sur l'ancien site, on gérait uniquement des exploitations. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui se connectait dans un GAEC, ils avaient le même compte, ils étaient 3 producteurs et les 3 se connectaient avec le même compte. Dans la nouvelle solution, on voulait que chaque membre du GAEC puisse se connecter avec son compte, ne serait-ce que c'est une nécessité pour toute la partie collaborative. Il est important de savoir, quand quelqu'un fait des commentaires dans les forums, est-ce que c'est le père, le fils, le Saint-Esprit, enfin le cousin, qui contribue. Et donc, il est important qu'on gère cette dualité, la fiche profil de l'exploitation et la fiche profil du producteur lui-même. On a envolé tout autour de la publication au sens large. Bon, du assez classique, du CRS sur l'actualité des contenus. On a une base de connaissances où on donne des conseils, on donne pas mal de services en termes de contenu à nos producteurs. Toute la partie analyse technico-économique. Alors il faut savoir qu'un litre de lait, ça paraît simple, mais en fait c'est vachement compliqué ce qu'il y a là-dedans. Parce que dans un litre de lait, certes, il y a beaucoup de flotte, mais il y a aussi des protéines, il y a de la matière grasse, et puis des fois, il y a aussi des choses qui sont pas très bien, qu'on pilote et qu'on mesure. Et donc on a un processus qualité qui est extrêmement exigeant. Donc chaque fois qu'on va dans une ferme, qu'on collecte une lait, on tire des échantillons, qu'on envoie dans des laboratoires, les laboratoires font des analyses, on s'assure de la qualité du lait. Et tous ces éléments qui sont managés par des laboratoires indépendants et interprofessionnels, toutes ces données, on les récupère dans notre système d'information et on les partage avec nos producteurs, ce qui est utile notamment pour calculer leur paye de lait, puisque un lait de qualité n'est pas payé au même tarif qu'un lait de mauvaise qualité. Et puis on va dire, sous le terme support, on a tout un tas de services, le moteur de recherche, le profiling, etc. Alors, on avait une problématique à relever qui est assez, qui n'était pas simple non plus, et qui nous a poussé aussi à retenir la plateforme Liferay, c'est qu'on a une problématique de personnalisation de l'interface et de contextualisation du contenu en fonction du profil qui est connecté. La COP Sodial telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le rapprochement de X coopératives régionales qui ont fusionné il y a quelques années maintenant, et on a encore beaucoup de spécificités en fonction des régions. Et donc, bien évidemment, quand on communique sur, le prix du lait dans une région, c'est important que les autres régions ne soient pas forcément au courant, qu'il y ait des petites distorsions et que tout le monde n'est pas logé exactement à la même enseigne. Et donc, à partir de là, on fait beaucoup de personnalisation et on affiche du contenu en fonction de la région. Ce nouveau site a été aussi l'occasion, d'embarquer dans l'extranet des productions qui sont beaucoup moins importantes, qui sont sur les petits ruminants. Donc les producteurs de chèvres, de lait de chèvre, les producteurs de lait de brebis qui n'avaient pas accès à l'anciennement extranet et à qui on se devait d'amener du service online. Et donc, bien évidemment, les services qui sont amenés à ces typologies de producteurs n'est pas le même que le gros de la masse qui est de production de vaches laitières. Autre problématique aussi qu'il fallait croiser, c'était les différents profils d'utilisateurs. Certes, on va avoir des administrateurs plutôt back-office sur la gestion des contenus. En face, on a nos producteurs qui sont plutôt les consommateurs ou les utilisateurs finaux. Et puis entre les deux, on a des populations internes qui sont les conseillers laitiers, les responsables laitiers, qui sont des gens qui travaillent pour la COP. Et qui vont dans les exploitations, qui proposent des produits, qui proposent du conseil à nos producteurs pour les faire gravir des marches en termes de qualité du lait, en termes de production laitière. Et ces gens-là, ils ont besoin aussi d'avoir accès à cet extranet pour partager des informations avec nos producteurs. Et donc on avait besoin pour eux aussi de créer des contenus et des accès spécifiques.
Et donc, quand on trace tous ces paramètres, on se rend compte que c'était pas si simple. Et pourtant, avec la solution de Liferay, on a réussi à faire quelque chose d'assez sympa et d'assez pratique, et sans que ça emmène des surcoûts phénoménales. Voilà, donc rapidement sur le périmètre qui est dans le projet. Donc on va retrouver, j'allais dire, tous les services qui sont un petit peu du sur-mesure et qui sont relativement indépendants de la plateforme Liferay, même si on utilise bien évidemment le container de Portlet Liferay. Donc on va retrouver tout ce qui est prévision de collecte, gestion du volume prix. La CDL Box, c'est des services qu'on propose à nos jeunes agriculteurs, parce que bien évidemment notre COP a investi sur l'avenir et on aide, j'allais dire, les jeunes qui veulent démarrer dans la profession à s'installer. Et donc on leur finance beaucoup d'investissements. S'ils doivent investir sur un temps calé, sur une salle de traite, etc., eh ben, la COP prend en charge les factures. Et donc c'est la solidarité de la coopérative, c'est-à-dire que tout le monde paye pour aider les jeunes à s'installer et à faire que la COP perdure. On va retrouver tout ce qui est gestion des demandes de volume, c'est des volumes additionnels par rapport à nos contrats. Le don de lait, et oui, sachez que chaque année, on a plusieurs milliers de producteurs qui donnent du lait à des associations comme les Restos du Cœur, par exemple. Et donc chaque année, il y a des campagnes de don de lait où on a des milliers de litres de lait qui sont donnés à différentes associations, dont les Restos du Cœur. Et donc tout ce don de lait est géré au travers de cet extranet. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les services. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est, j'allais dire, natif à la plateforme Liferay et qui répondait bien à notre besoin. Hein. Donc, toute la partie, j'allais dire, ma fiche profil, voilà, mon exploitation, la description de mon profil, tout ça, on est parti des fonctions standards de Liferay. Toute la partie GED, capitalisation des documents sur les factures de lait, etc., c'est dans la plateforme. Toute la partie publication standard, les actus, tout ce qui est forum, base de connaissances, sondage, etc. On a utilisé les composants de la plateforme Liferay. Et puis après, derrière, j'allais dire le moteur de recherche, enfin, tout ce qui est lien. J'allais dire tous les outils et la boîte à outils proposée par la plateforme Liferay, on les a utilisés dans le standard. C'était bien évidemment notre volonté, notamment par rapport à, j'allais dire, un côté économique des choses. Hein. On voulait éviter de redévelopper des choses qui étaient en standard et qui étaient par la suite. Donc vous l'avez compris, on a travaillé avec Smile, Smile qui est leader en France sur la partie open source, donc bien évidemment on a une stack qui est full open source. Voilà, donc vous connaissez tous ces composants logiciels. On a démarré aussi avec la plateforme Talend pour tout ce qui est interface entre notre système d'information back-end et l'extranet. Et d'ailleurs, le résultat a été assez concluant puisque derrière, on a choisi, le groupe Sodal a choisi d'investir sur la plateforme Talend comme son middleware de gestion des flux à interne pour remplacer une techno ODI qui était vieillissante chez nous. Ferme la parenthèse. Alors quel bilan de l'opération on peut tirer? Aujourd'hui, on a un retour terrain qui était vraiment super. On a eu des retours sur Twitter, on a reçu pas mal de mails d'exploitation, de gens qui nous ont dit globalement, j'allais pas sur l'ancien, vraiment vous avez fait un truc super sympa, c'est top. Donc on a reçu beaucoup de compliments de nos producteurs. Bon, on a eu aussi une exception, un type, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a de rien comprendre, il nous a allumé comme un malade. Ouais, je pense qu'il est allé sur le site d'Anon, en fait, mais bon, mais globalement, on a quand même eu des super retours de nos producteurs, avec de vrais nouveaux services à valeur ajoutée. Je ne l'ai pas cité, mais par exemple, un producteur, maintenant, il a la possibilité de se benchmarker par rapport aux fermes qui sont dans sa zone, qui ont la même typologie d'exploitation, et il voit comment ils se positionnent sur la qualité du lait, quels sont leurs paramètres par rapport aux meilleurs, aux moins bons, par rapport à la moyenne, etc. Donc ils ont tout un tas de petits graphiques, etc., qui leur permettent de se benchmarker, et derrière de pouvoir engager des plans d'action pour améliorer leur qualité. Maintenant, j'allais dire la suite, parce que quelque part ce projet, c'était un projet de refonte et de mise en place d'un socle, j'allais dire d'un socle technique. On a encore beaucoup de chemin devant nous. Le monde agricole est un monde qui se modernise beaucoup, qui est très orienté technologie. Vous avez entendu parler de la ferme connectée, de la ferme 3.0, etc. Alors,
Pour l'instant, on le trouve beaucoup dans les présentations PowerPoint et dans l'époque, des choses qui sont menées à l'échelle industrielle, il y en a peu, voire pas. Par contre, on a conscience que demain, IoT, Big Data, c'est des choses qu'on va devoir adresser dans une échéance pas si lointaine que ça. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nos exploitations elles sont extrêmement connectées pour les plus modernes. On a des robots de traite qui au-delà de collecter du lait, collectent énormément d'informations. Vous avez des vaches qui sont connectées avec un collier avec lequel on pilote leur bien-être, on les géolocalise dans les prés pour voir leur comportement, pour voir si elles sont pas malades, etc., etc. Et quelque part, toutes ces données, on va être demain amené à les collecter, via le big data, être capable d'amener encore des nouveaux services de nouvelles valeurs à nos exploitations. Et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle la roue du lait, qui est entre guillemets déconnectée dans le sens où on pose des questions à nos producteurs sur leurs performances et leurs résultats. Demain, ce qu'on espère, c'est être capable de récolter ces informations en direct à partir de la ferme. La partie celle CO2, c'est bien évidemment dans notre démarche de développement durable, c'est limiter les émissions de CO2. Donc là-dessus, pareil, on a pas mal d'actions à mener autour de la maîtrise des émissions de CO2. Et puis quelque chose qui va arriver là incessamment sous peu, j'étais en train de lire le cahier des charges métiers ce matin, on a un site d'e-commerce qui est dans les cartons autour de la vente de solutions agrofourniture. Donc l'agrofourniture, c'est tout simplement tout ce que la COP propose comme service à nos producteurs. Donc ça va être de la nourriture pour le bétail, ça va être du matériel agricole, ça va être des services de maintenance, etc. Et aujourd'hui, on est encore un peu à l'âge de pierre sur ce modèle-là, où on a encore beaucoup de catalogues papier, etc., où c'est nos commerciaux terrain qui se déplacent dans les fermes, profitent lors des visites pour proposer tout un ensemble de services. Donc là-dessus, on est clairement en retard, et donc on a un projet de commerce qui devrait démarrer à la rentrée. J'ai découvert que Liferay évoluait dans ce sens-là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On était parti pour faire du Magento. Je crois qu'on va un peu revoir notre fusil d'épaule. Voilà, j'avais fini avec cette présentation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bonjour, Vincent Collat-Devanis. Donc vous utilisiez les fonctionnalités notamment collaboratives de Liferay. J'ai vu le wiki, le forum, il y a des blogs. Est-ce que vous comptez dynamiser ou promouvoir l'utilisation de communautés ou de partage de connaissances entre les différents les agriculteurs et les producteurs de lait? J'ai vu que votre titre c'était responsable des outils collaboratifs ou... Alors effectivement, ça c'est la question du piège. Ça marche comment la collaboration? Il faut savoir que nos agriculteurs, comme on le disait, sont très connectés et ils sont déjà très présents sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui nous a poussé aussi quelque part, nous, à répondre à ce besoin au sein de la communauté sociale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nos agriculteurs se sont organisés sur des forums agricoles, sur Twitter, etc. Et ils échangent déjà beaucoup entre eux. Et ils partagent de l'information. Et on s'est dit, nous, en tant que COP, on se doit de répondre à ce besoin et de proposer des services associés. Bon, la difficulté, c'est que quand nos producteurs ils ont pris des habitudes ailleurs, il faut les ramener à la maison. Ça, c'est déjà le premier challenge. C'est pas simple. Et puis le deuxième challenge, c'est que pour que ça fonctionne, il faut quelqu'un à la manœuvre qui anime un petit peu tout ça, et qui fédère, qui anime les forums, au moins pour faire prendre la mayonnaise, comme on dit. Or aujourd'hui, le contexte économique, de Sodial, quand on a commencé à dire il nous faut un ATP pour faire le job, ça a eu du mal à passer. Donc clairement là-dessus, on va pas se voiler la face. On démarre. Hein. Alors je l'ai pas dit, mais le site est en ligne depuis le mois de janvier. Donc c'est relativement récent. Pour l'instant, effectivement, on a démarré, surtout sur toute la partie service, sur toute la partie réseau social, etc. On va dire qu'on a nos prémices.
Alors on a quelques agriculteurs qui sont des geeks dans l'âme, des early adopters, on les appelle comme on veut, hein, mais ils essaiment dans tous les forums de France et de Navarre, donc eux on les retrouve, il faudrait presque les calmer à un moment donné, ils occupent pas mal la bande passante, mais sortis de cette population-là derrière, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Hein. Donc là-dessus, ça fait partie aussi des enjeux qui arrivent pour demain. J'ai oublié votre question en fait. Non, mais c'était ça. En fait, on a le même problème. Alors, je suis responsable effectivement de la partie collaborative et j'ai une plateforme équivalente sur la partie intranet avec les collaborateurs à l'interne. Bon, on va dire que c'est la même galère. Hein. Alors justement, j'allais la poser. Vous êtes combien de collaborateurs chez Sodial? Et est-ce que vous utilisez aussi Liferay pour votre intranet? Alors, on est combien de collaborateurs Sodial? Alors, dans les chiffres clés, je vous ai demandé 9100 salariés. Donc plus de 20 000 familles de producteurs. Donc quelque part, on est ce qu'on appelle une communauté de destin de 30 000 hein, dans le groupe Sodial. On est 9 000 salariés, on a une plateforme intranet. Alors je suis désolé hein, pour Liferay, notre intranet ne tourne pas sur la plateforme Liferay. Tout simplement parce que j'allais dire le choix de Liferay date de l'année dernière et l'intranet, le choix a été fait il y a 3-4 ans. Et notre intranet tourne sur une plateforme qui s'appelle Gelios. Que beaucoup d'entre vous doivent connaître, hein, qui est un éditeur français, qui nous donne aussi pleinement satisfaction. Merci. Autre question? Bonjour, Youssef Piral, tout à l'heure. Vous aviez poussé les pratiques de la méthode agile. C'était nouveau, en fait, compte tenu des interlocuteurs. Vous avez parlé de Scrum, mais le product owner, finalement, c'était quelqu'un, c'était un producteur, quelqu'un du métier, parce que on sait bien qu'en agile, ce qu'il faut, c'est une seule parole, une décision. Ça, c'est ma première question. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile? Et la deuxième, est-ce que finalement, Liferay, dans ce genre de sprint, on sait qu'on change de contenu, les backlogs évoluent en fonction de l'actualité, en fonction d'un certain nombre de choses. Est-ce que finalement Liferay vous a aidé à changer de braquet au fur et à mesure des sprints? Question piège. Alors, la méthodologie Scrum, effectivement, c'est une méthodologie que j'ai pratiquée par le passé, que je connaissais pas mal. C'est pas la méthode miracle, hein. Ça marche pas toujours très bien. La principale lacune que je trouve à cette méthodologie, c'est que il y a une responsabilité énorme qui pèse sur les épaules du product owner. J'allais dire, il peut amener le projet dans le mur assez rapidement. Et on a besoin d'être extrêmement vigilant sur, j'allais dire, le casting du product owner et la manière dont il va mener son projet. D'ailleurs, on a démarré, pour être complètement transparent avec vous, hein, le projet était un petit peu mal parti au départ. Alors non pas parce que j'étais pas sur le projet, parce qu'effectivement le projet au début je coordonnais pas ce projet, mais j'allais dire il y en avait un manque de maturité de notre product owner qui maîtrisait pas la méthodologie, même s'il a été accompagné et formé, notamment sur la dimension de priorisation et de niveau de complexité. Ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai bénéfice de la méthodologie Scrum, hein. C'est à un moment donné, on a une story, on la cote, elle coûte 13, il faut être capable de dire non, 13 c'est trop cher. Il faut qu'on trouve une autre solution, il faut faire moins cher. Et ça, le PO, quand il débute, il se rend pas compte en fait. Et donc quelque part, nous on avait estimé un projet qui devait démarrer, qui devait tourner en 8 sprints, hein, c'est la manière dont on l'avait sizé. À la fin du sprint 3, je suis arrivé sur le projet, j'ai refait une estimation, on en avait un atterrissage de sur 14 ou 15 sprints. Avec ce qu'on avait dans la backlog et par rapport à ce qu'on avait produit. Donc là, on partait droit dans le mur. Et donc là, on a un peu changé de braquet. J'allais dire la maîtrise d'œuvre et s'est transformée en quelque part en une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et elle a été vraiment très présente au niveau des équipes métiers pour la rédaction des stories, lors des revues de sprint, etc. Pour retravailler la backlog, le faire plus simple et essayer au maximum de rentrer dans le standard Liferay. Parce que c'était aussi un des moyens de tenir nos délais et nos budgets. Et puis au final, on a bien réussi parce qu'au final, on l'a fait en 9 sprints. Donc on a réussi à ramener, en reprenant le projet au bout du sprint 3, on a réussi à re-rentrer dans le scope de notre projet. Alors je ne vous cache pas qu'on a un peu descopé, un peu de fonctionnel quand même, hein. On en a enlevé un peu sur le côté. On a diminué certaines parties de nos exigences.
mais la méthodologie nous a ramené, quelque part, nous a permis quand même de ramener et de tenir nos délais. On voulait mettre en ligne le site, j'allais dire pour Noël, l'année dernière on l'a mis en ligne le 20 janvier, donc on était grosso modo on était à l'heure. Alors la question, est-ce que le product owner était un producteur? La réponse est non. On a des gens au niveau de la coopérative qui s'occupent. On a une direction qui s'occupe de la relation avec les producteurs. Et donc on avait un chargé de projet qui était dans cette direction-là, qui lui-même est au contact des producteurs, qui jouait le rôle de PO. Il avait, j'allais dire, avec lui quelqu'un qui était dans le même service et quelqu'un dont l'épouse est agricultrice. Donc, qui connaissait très très bien le métier et les problématiques liées à la ferme. Et puis on a mis en place ce qu'on appelait un proxy PO, qui était quelqu'un qui était plus au contact direct avec les équipes Smile, parce que j'allais dire le PO en lui-même, il a pas pu abandonner 100% de son métier, donc on l'a détaché sur j'ai dire un quart-temps, un mi-temps pour le projet. Le reste du temps, il y avait quelqu'un qui connaissait bien le sujet et qui a servi de ce qu'on va appeler le proxy PO. Voilà. Donc cette organisation à 3 a quand même bien fonctionné, même si entre guillemets j'étais le vilain petit canard pendant tout le projet pour dire non, trop compliqué, faut trouver une autre solution, plus simple, trop cher. Merci, on va prendre juste une dernière question très rapide. Oui, dans votre illustration de la journée d'un producteur, vous voyez qu'il y avait des accès mobiles. Est-ce que vous avez aussi implémenté une version mobile du site ou des applications périphériques? Il y a, pour être complètement transparent, quand on a commencé à réfléchir au projet, on était parti sur de dire on va faire un site web, certes avec une version mobile, et puis on s'est dit puis on va se laisser l'opportunité de développer une app demain pour nos producteurs parce qu'on savait qu'ils étaient extrêmement connectés sur leur mobile. Donc aujourd'hui on a franchi la première étape, donc on a mis un site web, on l'a fait web responsive, donc on a beaucoup de connexions, les stats sur quand on regarde les OS qui se connectent sur Android, c'est quand même assez importante. On a quand même pas mal de trafic à partir des smartphones. Et là, on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de développer une app? Bon, clairement, moi, j'y suis pas très favorable. J'ai dit les technologies web évoluent. Vous connaissez tous les progressive web apps qui permet, j'allais dire maintenant, de pouvoir remonter des notifications, de pouvoir mettre des raccourcis. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, et donc on va beaucoup plus investir, je pense, sur cette piste-là, j'allais dire pour amener plus d'interactivité avec le smartphone. Merci beaucoup Paul.